Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 31e épisode des Tontons Golfeurs. Je suis toujours avec mes acolytes favoris qui pour une fois sont séparés physiquement par la distance, Antoine et Kevin. Salut les gars. Salut les gars, bah ouais, c'est triste Salut de les être gars, avec bonjour Antoine. à tous. Ouais, bah moi ça me fait des vacances à tout le monde. Ouais, je l'attendais. Je l'attendais celle-là, aussi, on le connaît par cœur. Oui, c'est cadeau. Et aujourd'hui, messieurs, nous ne sommes pas entre hommes. Aujourd'hui, on a avec nous Nadia Badawi. Salut Nadia. Salut à tous les trois. Salut Nadia. Salut Nadia. Donc, pour parler d'un sujet que tu présenteras bien mieux que nous, Nadia, la nutrition, de manière bien évidemment globale et spécifique golf. Avant que justement on te laisse te présenter tranquillement, nous on va présenter aussi nos partenaires. J'aime beaucoup les hamburgers et les pizzas et les gâteaux et les bonbons et tous ces trucs gras et sucrés. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Moi je veux savoir tout de suite. Ça commence mal. Cet épisode n'est pas sponsorisé par Burger King. Et Antoine, la salade c'est pour qui? C'est pour les vaches et je vois du verre toute la journée, vous êtes gentils, je vais pas en bouffer en plus dans mes plats. Donc, on remercie Golf Planet, média digital et l'application qui bien évidemment est gratuite. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter pour ne rater absolument aucune nouveauté sur le monde du golf. Un grand merci aussi à... Ah bah, vas-y Antoine, je t'en prie Antoine. Le meilleur pour la fin, c'est Kevin, donc je te laisserai le mot de la fin. Et nous, je vais remercier Callaway qui nous soutient depuis le début de ce projet. Callaway qui est bien évidemment la meilleure marque de golf qui puisse exister, les meilleurs clubs, les meilleurs drivers, avec Odyssey les meilleurs putters. Je rappelle encore une fois que plus de 50% des joueurs ont des putters Odyssey, donc c'est pas pour rien, ce sont les meilleurs. Je croyais que tu étais en train de donner ta com sur... Et un grand merci à Wally Clubmaker qui nous soutient dans cette aventure aussi, qui nous a rejoint plus tardivement et avec qui on travaille pour toute la partie vidéo, réseaux sociaux et qui nous aide beaucoup parce qu'on n'est pas très doué là-dessus comme on a pu le faire en... Comme Nadia a pu le voir en off, juste pour réussir à faire un Teams. Je ne dirai rien, je ne dévoilerai pas les coulisses de l'émission. Ah, merci. Donc Nadia, écoute, nous on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui pour parler d'un sujet déjà qui nous intéresse beaucoup tous les trois et puis qui on espère va intéresser beaucoup aussi nos auditeurs. Donc parle-nous de toi et comment t'es-tu rapproché du monde de la nutrition et ce qu'on peut entendre par nutrition. Oui, bon déjà je précise que c'est un plaisir d'être avec vous, le plaisir est partagé. Alors la nutrition, comment est-ce que j'y suis arrivée de fil en aiguille assez naturellement. Donc moi de base j'ai un doctorat en pharma, donc j'étais pharmacien tranquille dans une officine. Et puis j'ai poursuivi assez rapidement avec d'autres diplômes, mais le but c'est pas de tout détailler, mais notamment un en micronutrition et un en nutrition sportive. Donc au sein de la pharmacie, j'accompagnais déjà des sportifs de toutes disciplines confondues. J'avais un local à part. Et j'avais carte blanche pour les accompagner du mieux que je pouvais. Et puis ensuite, je suis tombée dans la marmite du golf, comme Obélix. et forcément, je me suis intéressée à tout l'écosystème du golf, et notamment à ce qu'on pouvait manger, boire. Et voilà, j'ai eu beaucoup d'interrogations de la part des joueurs, ils étaient tous un petit peu perdus. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à ce sujet-là. Donc toi déjà t'es golfeuse, depuis combien de temps? Waouh, moi j'ai commencé vraiment je suis une éternelle débutante en 2019. Ouais, et il y a eu les 2 ans de Covid où j'ai pas mis les pieds sur un golf. Et puis après mon activité s'est franchement développée et plus je travaille dans le golf et moins je joue au golf. Donc voilà, mes bonnes résolutions, là ça fait 1 mois que chaque semaine je prends un cours de golf. Je pense que ça n'intéresse personne, mais je suis très fière d'y revenir et voilà. Bah si, parce qu'on parle toujours de progression dans les tontons golfeurs, donc c'est bien de voir qu'à tout niveau, tu vois, il faut prendre des cours, que très souvent, c'est les personnes qui travaillent dans le monde du golf qui jouent le moins au golf. Je pense que mes deux acolytes peuvent en parler, ils sont au golf tous les jours et ils jouent jamais. C'est ça. Ça m'étonne pas. Ouais. T'allais dire quelque chose, Kevin? Non, je confirme. Non, tout bon. Donc, reprenons un petit peu le thème global de la nutrition. Comment est-ce que tu définirais la nutrition? Parce qu'on pense forcément tous
à ce qu'on mange. Mhm. Moi, j'ai eu la chance d'être encadré beaucoup sur ce point-là, donc je sais que ce n'est pas que ça. Mhm. Mais je pense qu'Antoine aimerait bien en savoir un peu plus. Vu que... Je rigole, Antoine. Il y a Antoine qui s'en va. J'ai peur. C'est bien ça ou pas ça. Il va manger des fraises bon, ça. tagada. Mais là. qu'est-ce que c'est que On ça? voit pas. Je vois pas. C'est les fraises tagada de l'Hôtel Royal. Oh, Non, c'est Evian. Ça a l'air très Donc très bien ça ça. va à la limite, non? Si c'est l'hôtel royal de Vian, ça va à la limite, non? C'est des bons Ouais, je ça bonbons, passe, non tout passe à Parfait, Royal. sur le Je parcours. pensais que c'est c'était idéal. ton pot de crème. Moi aussi, je pensais. Parfait, donc ça, on est d'accord. Alors, Donc ouais, qu'est-ce qu'on va entendre par nutrition, vraiment les grands axes, les grandes lignes, qu'est-ce que ça comprend? Alors, déjà, c'est une très bonne question et honnêtement, on ne me l'a jamais posée. Donc, c'est cool. D'autant que définir les mots qu'on utilise le plus souvent, c'est souvent ce qu'il y a de plus compliqué. Par la nutrition, on entend certes tout ce qu'on va manger et boire, mais surtout leur utilisation. Comment est-ce que le corps utilise les nutriments pour bien fonctionner, pour se structurer aussi, hein. Il y a un rôle fonctionnel à la nutrition, donc un rôle fonctionnel, un rôle structural. Donc la nutrition c'est ça, et ça va plus loin que avoir un menu établi avec des quantités. Il y a une grande notion de qualité qui pour moi est fondamentale, surtout à long terme. Et il y a aussi un autre aspect qui est l'aspect micronutritionnel, qui est une partie de la nutrition qui va s'intéresser à tous les éléments qui sont non énergétiques, mais qui vont être fondamentaux pour pouvoir progresser et être dans un état de performance. Est-ce Ok, que déjà, tu as tout de suite parlé de... Déjà, ça c'était... Pardon Kevin, c'était déjà là où je voulais aussi tout de suite t'emmener, c'était sur... Dans la nutrition, c'est pas que manger, c'est aussi le fait de boire. Absolument. Qui est hyper important, c'est même complètement complémentaire et que ça c'est trop souvent oublié. Les gens disent ouais j'ai bien mangé, ouais mais t'as pas bu déjà, ou j'ai fait que boire mais j'ai pas mangé. Enfin, il y a des notions d'équilibre dans le mot nutrition. Ouais. C'est pas un seul plan et on suit et puis c'est tout con et puis il suffit de faire ça une fois et on sait faire jusqu'à la fin de ses jours. C'est évolutif et c'est complémentaire et complémenté d'ailleurs. Ouais. Et je suis qu'est-ce qu'on... Vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme différence entre la diététique et la diététicienne et ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est complémentaire? Voilà, pour comprendre un peu mieux les différences, justement. Oui, alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Quelle est la différence entre un diététicien et un nutritionniste? Alors, un diététicien, c'est une personne qui passe un diplôme de diététique. Je crois que c'est 2 ans après le bac. Et voilà, donc eux ils apprennent les calories, les classes d'aliments, etc. Enfin voilà, c'est un cursus que j'ai pas fait, donc je peux pas le commenter pendant, voilà, pas trop, mais voilà. Nutritionniste. Vu la tête que tu fais, t'en penses pas grand-chose, j'ai l'impression. Ah non, mais tu fais... Comme c'est gratos ça, c'est Ah non, mais tu vas pas mettre les diététiciens à dos, hein, je te le dis. Hein. C'est hors de question. Non, disons que je ne connais pas leur programme, donc je peux pas trop en parler. Il y en a beaucoup d'ailleurs en plus. Enfin, c'est beaucoup de méthodes différentes, des choses. Il y a peut-être moins de choses différentes dans la nutrition, ou peut-être c'est peut-être plus pas réglementé, mais entre guillemets plus basé sur des choses plus logiques ou qui viennent plus de la médecine, peut-être plus prouvées, je sais pas, sur justement les nutriments, les nutritions. Enfin, je te laisserai répondre à la question d'ailleurs. Non, mais la nutrition c'est une science. Ça c'est clair et net, Ouais. et c'est pareil pour tout le monde. Un diététicien peut tout à fait se faire appeler diététicien nutritionniste. On peut aussi être médecin nutritionniste. Moi, je me qualifie nutritionniste parce que j'ai un diplôme de l'Université de Paris 5 en nutrition du sport. Donc voilà, c'est un terme que un peu, c'est-à-dire tout le monde peut utiliser, mais voilà. Je ne me ferai pas d'ennemis chez les diététiciens, ils ont une activité incroyable, et d'ailleurs il m'arrive régulièrement d'envoyer moi plutôt auprès des diététiciens, parce que quand le sujet entre guillemets est pas assez spécifique, si par exemple on contacte pour une perte de poids, je pense qu'il y a des personnes plus adaptées que moi pour le faire. Si on me contacte pour une perte de poids dans le cadre d'une prépa physique, ou même lié en tout cas à la pratique du golf, que c'est une gêne ou quoi que ce soit, là j'accompagne, mais j'accompagne beaucoup plus globalement que ça, mais ça je l'intégrerai, ça fera partie des objectifs à atteindre. D'accord, donc c'est plutôt directement lié à, comme vous disiez tout à l'heure, à la performance,
à des objectifs plutôt entre guillemets de haut niveau, performance, et avec des objectifs sportifs, on va dire, plutôt que... Enfin, forcément, t'es forcément obligé d'être dans la vie de tous les jours, d'être bien aussi, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pas très ciblé. En tout cas, toi, ce que tu fais, c'est pas ciblé sur de la perte de poids réelle pour le quotidien de tous les jours. Voilà, c'est pas dans ce rôle-là, en tout cas, que aujourd'hui tu travailles. Alors, moi, il faut savoir que j'ai quand même une activité très très atypique. Je me suis quand même nichée dans le golf, donc ce que je dis moi n'engage que moi, et voilà. Ce que je fais moi, c'est du haut niveau, mais parce que pour le moment ça se fait comme ça. Mais en soi, mon conseil, il s'adapte absolument aux amateurs, et d'ailleurs... c'est un petit appel, je suis accessible aussi aux amateurs, parce que parfois, je sais pas, voilà, un amateur, il aura... C'est peut-être le nom que tu as choisi qui peut peut-être leur faire croire que tu te serais appelé Nutri-Golf Amateur, peut-être que c'est les pros qui n'auraient pas osé t'appeler. Peut-être, mais c'est pas grave. La porte d'entrée, elle est mieux par là, à mon avis. Ouais, non, mais franchement, c'est hyper intéressant d'accompagner les amateurs, et je pense qu'on va en parler beaucoup, parce que les objectifs sont pas les mêmes. Enfin, en tout cas, s'il y a un objectif qui est commun entre l'amateur et le pro, c'est de se sentir bien pendant les 18 trous. Voilà, l'amateur, il va faire peut-être qu'une seule partie. Un pro, son objectif, ça va être de se sentir bien à l'échelle déjà d'un tournoi, et puis ensuite à l'échelle de sa saison, puis ensuite à l'échelle d'une carrière. Donc voilà, c'est same but different. Donc voilà, mais en soi l'amateur il a tout autant d'intérêt, parce que se sentir mal, ressentir le creux, plus être dans sa partie, je suis désolée, la perte de plaisir elle est la même. Alors il n'y a peut-être pas d'enjeu financier, économique, sponsor, tout ce que vous voulez derrière, mais voilà, c'est important pour eux aussi. Ouais, mais bon, il y a un objectif commun qui est de bien jouer au golf au final, c'est de ramener la meilleure carte, donc effectivement que le joueur soit professionnel ou amateur. Exactement. L'objectif finalement il est le même. Absolument. Et puis d'autant plus que chez les pros, on fait des trucs qui sont mauvais, mais malgré tout, on s'hydrate quand même un peu mieux. On a souvent sur les tournois quand même 2-3 trucs à manger, alors que chez les amateurs, c'est zéro. Enfin, chez les amateurs, entre guillemets, qui se fixent quand même des objectifs assez élevés. Je vois même pendant nos stages ou pendant les programmes des personnes qui ont envie de rendre des cartes, qui ont envie de bosser leur index et qui mettent des efforts derrière, qu'ils soient financiers ou en termes de temps, pour progresser techniquement, progresser même physiquement, et stratégiquement en faisant des parcours, mais à côté de ça qui délaissent vraiment cette partie-là et qui sont parfois en des blackouts complets pendant 5 trous pendant leur partie. Ils savent pas pourquoi et ils se disent que c'est mental et qu'ils sont pas bons, et parfois ils se rendent pas compte du tout de ça qui est hyper important. Et je dis pas que ça doit être poussé autant que chez les professionnels, mais il doit y avoir un minimum de connaissances, et malheureusement qu'on n'a pas et qui se trouve pas facilement vraiment dans le golf. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un plaisir de t'avoir, pour que tu puisses justement dire à toutes les personnes qui nous écoutent qu'il y a des choses peut-être simples à mettre en place mais qui font vraiment la différence, et que c'est pas forcément parce que je vois déjà les gens, quand tu leur dis ouais va voir quelqu'un pour la nutrition sur le golf et tout, oh là là non attends, j'ai pas envie de manger du poisson et des machins etc, j'ai pas envie qu'on m'embête au restaurant. Mais déjà, je pense qu'avant d'aller attaquer la vie de tous les jours, il y a déjà sur la partie golf des petites actions simples à mettre en place sur lesquelles tu peux beaucoup les aider. Et aujourd'hui, on va en parler forcément, mais je pense que c'est là-dessus qu'il faut aller chercher les amateurs. Effectivement, eux, ils le voient trop sur une contrainte, alors qu'en fait, c'est une petite aide qui, même sur des actions simples, peut les aider à mieux performer. C'est bon, on peut parler? C'est bon, j'ai fini, j'ai mon temps de parole. C'est bon, merci Kevin, nous on va finir tous les trois. Non, mais je suis absolument d'accord avec toi, et je précise une chose. Moi, un amateur qui met tout ça en place et qui a envie de performer, je le traite comme un pro. Strictement pareil. La détermination, l'intention, l'envie, ça conditionne, moi, mon niveau d'investissement auprès de lui, et la profondeur des conseils que je vais donner. Je m'adapte à chaque personne pour lui donner ce qu'il attend, globalement. Sur quoi je voulais rebondir
sur le fait que tu as dit une chose hyper intéressante, c'est que souvent quand ils lâchent, au niveau mental, enfin en tout cas qui sont moins dedans, moins concentrés, qui se sentent un peu hors du jeu, tout de suite c'est effectivement l'aspect mental qui est mis en avant, tout simplement parce que voilà, ça on en parle de plus en plus, ça s'est démocratisé, la nutrition, je rame, et je crois qu'on en entend de plus en plus parler, mais c'est encore anecdotique pour certains, et je te rejoins sur le fait que ça peut lâcher mentalement parce que d'un point de vue nutritionnel, d'un point de vue ressources énergétiques, il y a un problème. Les deux se tiennent en fait. Ouais, moi ça me fait toujours penser en fait la nutrition. Enfin, je compare souvent le corps humain à une bagnole, une belle bagnole. Mais une bagnole, si on a une voiture dans laquelle il faut mettre du diesel ou s'il faut mettre du sans-plomb ou si c'est une voiture électrique, et ben en fait on va toujours mettre le bon carburant, parce que c'est des machines qui sont moins évoluées que le corps humain. Si on a un problème sur la voiture, mais qu'elle n'a plus d'essence, bah, ça ne sert à rien d'imaginer en fait le problème qu'elle a. C'est que déjà, il faut lui remettre de l'essence pour voir si elle fonctionne. Et que nous, on a une machine qui est trop performante, qui est trop sophistiquée, qui est inexplicable, qui est le corps humain, c'est qu'il peut réussir à s'en sortir et à survivre avec n'importe quoi. Il va réussir à tirer n'importe quoi, de n'importe quoi, et on a du mal à aller chercher de l'optimisation. En fait, à juste aller lui donner le bon carburant, à faire des tests. Comme il y a des gens qui font des tests pour les allergies, bah, il peut y avoir aussi des tests pour savoir en fait les produits qui nous font du bien. Et que les gens passent leur temps au practice et de temps en temps à la salle de sport et encore moins dans les autres secteurs de performance, mais ils pensent jamais au carburant qu'ils ont. Donc moi, là où je voulais essayer de t'emmener, c'était un petit peu sur, on va dire, sur les deux extrêmes. C'est un petit peu les indispensables. Donc, c'est pas pour généraliser, c'est plus pour les indispensables. Ça se trouve, il y en aura 1, ça se trouve, il y en aura 8, on n'en sait rien. Mais juste les indispensables et les plus grandes erreurs que tu vois en nutrition, voire en non-nutrition, bien évidemment, vu qu'il y a plein de gens qui ne mangent rien sur les parcours, qui ne boivent rien et qui s'étonnent du coup de pompe dont vous parlez tous les deux depuis tout à l'heure, alors qu'en fait, c'est logique. Mais voilà, un petit peu ces deux points, les indispensables et les plus grandes erreurs qui peuvent être faites aussi bien chez les amateurs que chez les pros, mais que tu retrouves souvent. Ok, on commence par quoi ? Les indispensables ? Eh ben, c'est toi qui décides. Okay. Ouais, les indispensables, c'est bien. Alors, les indispensables, bah, l'hydratation. Hein. Parce que je ne sais plus qui disait tout à l'heure... Oui, oh, je rêve, Seb. Oh là là, je rêve. Alors non, parce que si tu veux qu'on soit précis, j'adore, ça c'est vraiment... J'adore l'eau. J'adore. Mais celle-ci, elle est avec adjonction de gaz carbonique. Donc elle est moins bonne que celles qui sont naturellement gazeuses. Oui, tu pourrais faire un effort. Sur ton polo, il y a marqué Evian. Tu pourrais au moins boire une bouteille d'Evian quand même. Hein. Écoute, toi, vu que tu es à Evian, tu devrais savoir que Badois, ça fait partie du groupe Danone. Oui, mais il y a des gens qui ne le savent pas forcément. Donc Evian, tu bois de l'Evian et pas de la Volvic. Eh ben, ça a été dit. Je bois de l'Evian ou de la Badois rouge. Très bien. Mais... Bon, laissez Nadia parler. Alors, vas-y Nadia, dis-nous. Non, mais du coup, j'ai très envie de rebondir sur ce que tu viens de dire sur les eaux pétillantes. Oui. Moi, je vais me faire engueuler. Ah, non, non, absolument pas. Tu viens de dire, pardon, que les eaux pétillantes naturellement gazeuses étaient meilleures que celles qui ont une adjonction de gaz carbonique. Oui et non. Et ça, je trouve que c'est bien de le placer. Il y a beaucoup de golfeurs qui boivent de l'eau pétillante sur le parcours. Et qui en boivent aussi tout le temps, même en dehors. Faites juste un peu attention, il y en a certaines qui sont quand même hyper riches en sel. Je pense pas dévoiler de secret en disant que la population au golf, enfin voilà, les joueurs peuvent avoir une moyenne d'âge assez élevée, et donc cet apport en sel en continu dans un produit qui paraît anodin comme l'eau gazeuse, je pense qu'il faut y faire un petit peu attention. Donc regardez un peu les étiquettes des eaux, variez les eaux et surtout buvez pas que de l'eau pétillante comme pas mal de gens. Voilà. La Badois, c'est ok. Je te vois regarder l'étiquette. Ouais, bah oui, c'est forcément. Bah oui, après, on peut citer des marques, oui, il n'y a pas de problème. Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Par exemple, la San... Du moment que ça appartient au groupe Danone, moi, j'ai aucun problème. Non, mais par exemple, la San Pellegrino, c'est hyper. Y a beaucoup de minéraux, c'est hyper salé, tout ça, donc c'est très bien. La règle, c'est la même au plateau pétillante, c'est varier les eaux. D'accord. Okay. Et est-ce que tu conseilles dans l'hydratation
de tout ce qui est voilà, poudre, des choses ou des... Alors on va dire même toutes les boissons qui sont censées être énergétiques, on va dire Powerade, des trucs qui sont censés... Est-ce que c'est des bons produits? Est-ce que rajouter des choses... On est sur les indispensables là déjà. Ouais, mais sur l'hydratation, on est sur l'hydratation. Moi, je vais rester sur l'hydratation. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens est-ce qu'il faut boire de l'eau? Est-ce qu'il faut vous mettre un petit sirop de menthe dedans? Est-ce qu'il faut mettre du Powerade? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les électrolytes Non, alors déjà pas de sirop, hein, c'est clair. Et pourtant, on le voit beaucoup, surtout l'hiver, hein, il fait froid, ça va, il fait 10 degrés de moins. Voilà, le corps n'a pas besoin non plus. Enfin, avec l'alimentation, on gère super bien. Alors, avec de l'eau pure, vous ne ferez jamais d'erreur, d'autant que s'il y a une alimentation qui est très bien adaptée autour, ça remplit parfaitement ses fonctions. Ensuite, dans les boissons, il y a plusieurs choses. Vous avez les boissons de l'effort. Boissons énergétiques, c'est un mélange de sucre, parfois de vitamines, de minéraux. Et ça, c'est ok. La seule chose, c'est qu'il faut très bien la choisir. Et surtout bien la diluer. Il faut que le niveau de concentration soit adapté. Si vous la concentrez trop, vous risquez d'avoir trop d'apport de sucre. Et ça, c'est finalement se mettre une balle dans le pied parce que vous risquez, ce qu'on va bien aborder juste après, mais je sais que l'épisode ne doit pas durer 2 heures, alors je vais synthétiser. Il faut absolument éviter donc les pics et les redescentes brutaux de glycémie. Donc attention avec les boissons de l'effort. Ensuite, vous avez les électrolytes, donc ou bien sous forme de pastilles à diluer dans l'eau ou sous forme de sticks. Donc là, dans des conditions de chaleur, voilà, c'est très intéressant, surtout si le joueur transpire beaucoup. Ça compte, parce qu'on parle de l'hydratation, mais le niveau de transpiration compte aussi, et il faut vraiment adapter sa quantité d'eau en fonction de ça. Après, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais il y a aussi la composition de la transpiration. Il y a des gens qui transpirent un peu plus efficacement que d'autres, voilà, en relarguant moins de sels minéraux. Enfin bon, là, on va pas aller là-dedans. Du coup, tu goûtes là, comment tu fais? De tous ces patients. C'est ça l'accompagnement pro. L'accompagnement pro, c'est ça. Quelle horreur. Je vois l'image là, ça me plaît pas du tout. Je pense qu'on vient de perdre 3 auditeurs aussi. On les embrasse quand même. Voilà, qu'est-ce qu'on n'a pas cité? Tu m'as parlé du Powerade, donc ça c'est la question récurrente aussi. Qu'est-ce que j'en pense? Le Powerade, c'est du sucre simple. C'est un peu et c'est des minéraux. Donc est-ce qu'on le diabolise? Non. Est-ce que c'est bon pour la perf? Non, pas forcément, parce que ce qu'on retrouve dedans, on peut le retrouver partout ailleurs. Voilà, éventuellement ok sur les derniers trous du parcours. Honnêtement, il y a beaucoup plus quali que ça, donc voilà, sans grand intérêt. Okay. En revanche, si je peux me permettre, un truc, j'aime pas la prohibition, mais s'il y a une chose que vraiment je déteste, ce sont les boissons énergisantes. D'accord. Du type Monster, Red Bull. Ah, mais c'était juste pour. Je voyais bien, mais là, il y a peut-être pas tout le monde derrière. Absolument, c'est bien de le préciser. Ces écouteurs qu'il a chopé. Donc, ok, les boissons énergisantes, donc les trucs, par exemple, à base de taurine ou tous ces. Et le café juste avant la partie ou les trucs comme ça? Le café, tout dépend de ton niveau de tolérance à la caféine. Si tu le tolères bien, il n'y a aucun problème. Après, petit conseil de base, un café, un verre d'eau, parce que le café a un effet diurétique. Donc diurétique, c'est quand on élimine de l'eau, hein, ça fait uriner en gros. Voilà. Après, avec un café, honnêtement, l'effet diurétique est négligeable. Malgré tout, je trouve que c'est bien d'arriver avec un niveau d'hydratation qui soit optimal au départ. Donc voilà, un café, un verre d'eau, mais c'est ok si on le tolère bien. Et c'est des copains qui nous écoutent vis-à-vis de l'alcool. Et le houblon, j'allais dire le houblon dans la bière. Alors on en est où? Alors, Antoine, tu avais peut-être une vraie question parce que les deux sont partis sur n'importe quoi. Mais Oui, je sais, ils sont très excités ce soir. Je sais pas ce qu'ils font. Mais en tout cas, moi, je voulais parler de l'hydratation. En fait, on va pouvoir parler aussi de l'alimentation un peu plus tard, mais l'hydratation qui soit post-compétition, pré-compétition et pendant la compétition. Est-ce que quels sont tes conseils vis-à-vis de ça? Est-ce que tu conseilles de prendre une hydratation spécifique avant, pendant, après? Voilà, c'était surtout une question à ce niveau-là. Ok.
On reparlera de l'alcool plus tard, si vous le voulez bien, du coup. On dirait. Kevin, on s'appelle sur une autre ligne. On parle d'alcool. Oui, l'appel des alcooliques anonymes, il n'y a pas de souci, parce que vous vous cachez derrière ça, les gars. Alors là encore, c'est un point, ça se voit que vous avez un peu été pro quand même, que vous êtes, des professionnels. Un peu été pro. C'est sympa, on va raccrocher maintenant. Pardon. Que vous êtes des professionnels. Parce qu'effectivement, l'hydratation, ça ne se joue pas que sur le parcours. Et c'est pour ça que je vous disais, on arrive au trou numéro 1 en ayant un parfait état d'hydratation. Et en réalité, ça commence les jours d'avant et ça commence dès le réveil, le jour J. Donc un petit conseil simple qui ne coûte rien et applicable à tous, vous vous réveillez le matin, vous buvez un grand verre d'eau. Quand on se réveille le matin, si vous n'êtes pas levé pour boire, ça vous avez eu 7 heures, 8 heures de sommeil, vous n'avez pas bu et donc vous vous réveillez déshydraté. Donc déjà, première des choses, et même si on n'a pas soif, on boit. Et vous verrez que si vous faites ça tous les jours, le corps va l'imprégner, l'intégrer, et quand vous vous lèverez le matin, vous aurez envie de boire. Ça fait partie des petites choses toutes simples, mais je l'ai expérimenté et je l'ai fait faire à pas mal de joueurs, et ils me disent qu'effectivement, même en termes de réveil, après, ça va plus vite. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, donc on boit au petit déjeuner, donc on se force, même si on n'a pas envie. Au moins un grand verre d'eau au petit déj, après le grand verre d'eau qu'on a bu au réveil. Et ensuite, une chose que beaucoup de gens oublient, c'est de boire pendant l'échauffement. Pour ceux qui l'échauffement d'une heure avant la partie, pour ceux qui le font. Après, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui arrivent, qui sortent du parking et qui vont au départ du 1, mais en tout cas, si vous échauffez, c'est vraiment primordial de penser à boire, même si vous n'avez pas soif, toutes les 15 minutes, quelques gorgées d'eau. Donc sur le parcours, tu préconises de rentrer dans une routine d'hydratation, c'est-à-dire soit le faire en sortant du départ à chaque fois, ou après avoir remis le drapeau. Mais je rêve, les gars. Ouais, elle va m'engueuler parce que moi je bois jamais. Mais bon, bref. et donc du coup, plutôt de mettre une routine où on essaye de boire un tout petit peu, même quand on n'a pas soif, toute la journée, tout au long de la partie. Plutôt qu'évidemment de se dire je bois pas pendant 6 trous, je suis mort de soif et là j'arrive et je me fais une bouteille en entier d'un coup. Absolument. Ça paraît un peu évident, mais effectivement c'est bien de le rappeler, le rappeler que s'hydrater, et c'est difficile par temps où il fait pas très chaud notamment de boire. Carrément. Ouais, quand le temps est venteux, quoique à l'arrière, quand il y a du vent, on a la bouche un peu sèche et ça incite un peu plus à boire. Mais quand il pleut, souvent les joueurs boivent moins. Quand il fait froid, c'est pareil. Je te rejoins absolument et c'est ce que je leur fais faire. Je leur fais créer une routine hydrique, exactement comme la routine nutritionnelle, où vraiment on détermine ensemble quel est le meilleur moment, le plus opportun pour boire systématiquement. Après, ils peuvent boire en dehors de ces moments-là, ce sera du bonus. Mais moi, je souhaite qu'à tel rythme, ils boivent telle quantité à tel moment. Comme ça, au moins... Vas-y, je t'en prie. Non, mais comme ça, en fait, on se met en mode automatique. Moi, mon idée, ma conception de la chose, c'est que la nutrition, l'hydratation, ça ne doit pas être un poids. Le premier mot que vous avez utilisé, c'est contrainte, restriction, machin. Ça, le golfeur, ça ne marche pas. Le golfeur est un épicurien. Si on l'aborde comme ça, c'est mort. Donc le but, c'est pas du tout de lui créer de la contrainte, mais c'est de lui dire ok, plus tu vas le faire de manière automatique, moins ce sera une charge mentale, parce que quand tu es sur le parcours, ta priorité, c'est de penser au golf, pas à ce que tu vas manger et boire. Donc plus on va le faire de manière robotisée et plus on ancrera cette nouvelle habitude à long terme. Donc là, on avait le pré et pendant. Maintenant, après, je viens de terminer ma partie. On peut prendre 2 cas. La personne qui a terminé sa partie du dimanche et ensuite derrière qui va avoir une semaine de travail. Ou la personne derrière qui va avoir 2 ou 3 jours de compétition qui vont s'enchaîner. Est-ce qu'après ma partie, je peux boire un coca, je peux boire une bière, je peux boire un verre de vin, mais vraiment après la partie, on est posé. On y vient, Kevin, on y vient. La règle ultime, c'est... fin de parcours, un très grand verre d'eau, minimum. Et après, il y aura tout le reste. Et le reste est aussi important. Donc, ok, de quel point de vue on se place? Amateur ou pro? On va faire les deux. Plaçons-nous d'un amateur qui vient de terminer sa partie, tout simplement. L'amateur aura plus de possibilités. En tout cas, le pro, spoil, pas d'alcool. 0.
C'est mon point de vue. Après, il y en a qui réussissent très bien en faisant ça. C'est mon point de vue. Je trouve qu'il y a tout le reste du temps pour boire, mais je trouve qu'en récup, c'est pas l'idéal. Il y a mieux à faire que ça. Ensuite, pour les amateurs, sauf le dernier jour évidemment. Ouais. D'accord. Surtout Et si le t'as pro gagné. alcool ou sucre, je parle par exemple aussi, je sais pas, une boisson sucrée. Est-ce que le pro peut faire ça après derrière? Absolument, et c'est même conseillé. Moi, ce que j'aime bien, en fait, dans la récupération, il y a 2 phases. La récupération immédiate, donc c'est ce qui va se passer juste après le parcours, et la récupération à long terme. Enfin, oui, à long terme, le soir même, quoi, à distance, pardon, c'est ça le terme. Donc, si on est en compète et que dès qu'on a fini, on va au clubhouse, on boit une bière en attendant la remise des prix où il y a du champagne, des petits cours, de la charcuterie, etc. C'est ok, mais ce qu'on peut faire, c'est se dire, si on rejoue pas le lendemain, on fait ce qu'on veut. Si jamais on rejoue le lendemain, donc il n'y a pas la remise des prix, mais voilà, en tout cas, on boit de l'eau. On peut boire une bière, c'est ok, mais on a d'autres options. On peut prendre un jus de fruits pressé, par exemple, parce que pour le coup, c'est bourré de sucre simple et ça va venir recharger les réserves en glycogène. Donc le glycogène, c'est la forme de stockage du glucose dans les muscles et ailleurs, mais on n'en parlera pas. Et c'est ce qui vous servira dans les 48 prochaines heures à vous aider à la contraction musculaire notamment, etc. Donc ça, cette recharge en glucides simples, elle est ok à ce moment-là, et ça peut passer ou par une boisson sucrée, donc comme je vous le disais ça peut être si c'est des plus jeunes, je sais pas, un lait chocolaté, ça peut être un yaourt à boire, enfin voilà, toutes ces choses-là qu'on évite absolument avant la partie, après c'est ok. Ok, top. Vous me posez pas la question du soda, mais j'y viens quand même. On évite, c'est pas l'idéal. Je préfère un iced tea à la rigueur, mais voilà. Alors, question sur les sodas, parce que beaucoup de personnes se disent maintenant, je bois plus de soda, mais je bois du soda sans sucre. Ouais. Est-ce que tu peux aller nous expliquer un peu plus en détail que effectivement il y a pas un certain sucre, mais il y a quand même du sucre et que c'est pas forcément bon, ou que tu trouves ça bon? Moi, pour ma part, j'ai ma réponse, mais est-ce que tu peux de façon plus... Mais tu connais rien, donc... Mais j'y connais rien, donc voilà. Ça n'empêche pas d'avoir un avis. Hein. Ouais, exactement, merci. Ouais. C'est même ça le but de la vie, c'est d'avoir un avis sans avoir rien pour le fonder. Alors, les sodas zéro, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, non, il n'y a pas de sucre, effectivement, ce sont des édulcorants. En général, c'est de l'aspartame ou du sucralose. Donc non, il n'y a aucune élévation de la glycémie quand on consomme ce type de boisson. Ça a un goût sucré, c'est sympa, mais malgré tout, en fait, ça n'apporte pas de calories non plus, mais ça n'apporte pas d'énergie. En fait, ça n'apporte rien, mis à part du plaisir. La seule chose, c'est est-ce que ces édulcorants n'auront pas, à long terme, un effet sur la santé? On a des suspicions pour certains. On est écouté, je peux pas dire n'importe quoi. En tout cas, je peux pas donner mon avis, voilà, parce qu'il y a encore des études contradictoires. Mais il y en a certains dont la toxicité est clairement... voilà. Je ne suis pas sûre que ce soit encore complètement prouvé, mais on a de fortes présomptions. Ok. Très clair. Cool, donc on a fait un petit point très clair sur l'hydratation, même si on n'a pas abordé le sujet houblon précisément. Ah, pardon, la bière. Alors, petit mot sur la bière. J'imagine que la question, c'est est-ce que c'est la meilleure boisson de récupération du monde, c'est ça? Non, ouais, t'es obligé de répondre oui, sinon Kevin s'énerve. Non, mais clairement, en plus, j'en bois pas. On va croire que je bois des bières, je bois pas d'alcool, moi. Et les deux, ils boivent de l'alcool tous les jours, moi, j'en bois pas. C'est dans ton passé, Bois de Kevin. On l'alcool connaît tous tous les les jours. C'est dans mon fou, passé. toi. Et en plus, je bois de la Corona, il n'y a pas de houblon dedans. Oh. Donc bref. Pas la meilleure. Tout ça pour dire, ouais, mais il n'y a pas de levure de bière. Enfin bon, bref, je ne rentrerai pas dans mes détails personnels. Mais en tout cas, la question c'est, est-ce que boire une bière après ou un verre de vin le soir ou un verre de vin, est-ce que c'est quelque chose, mais tu y as déjà répondu, tu es amateur, tu as droit quand même de te faire plaisir, Oui. tu es pro, zéro alcool, en soi ça me paraît plutôt logique par rapport aux justement les contraintes qu'on se met ou qu'on se met pas en fonction du niveau dans lequel on est. C'est ça. Donc, pour moi elle avait répondu. Ok, mais vraiment... Et t'écoutes peut-être pas bien Sébastien. Mais voilà, aucune incidence. Donc maintenant qu'on a... Ouais, okay, Aucune incidence, on peut boire une maintenant bière. qu'on a fait le point un petit peu sur tout le côté hydratation,
On pourrait passer au côté alimentation pour essayer de développer un peu ça. Donc les plus grosses erreurs, est-ce qu'il y a des énormes clichés? Est-ce qu'il y a vraiment des règles à suivre? Qu'est-ce que tu peux avoir à nous dire là-dessus justement? Alors parmi les erreurs les plus fréquentes, vous l'avez dit tout à l'heure, ne pas manger du tout. Donc ne pas manger du tout pendant... Est-ce que ne pas manger du tout est pire que de manger de la merde? Pas pour moi. Mais une fois de plus, là, ce n'est que mon avis personnel. Moi, je crois que je préfère quelqu'un presque qui ne mange pas, mais qui s'hydrate très très bien et qui ne mange pas des horreurs, plutôt que quelqu'un qui mangerait des Haribo pendant tout le parcours, quoi. À voir. Ça arrive. Oui, mais Haribo, c'est bon la vie, hein, et c'est que pour les grands et les petits, donc aussi, ils le disent dans la pub, donc je suis désolé, c'est bon. Ouais. Mais bon, ça, une fois de plus, c'est mon avis, mais voilà, faut pas prendre ça pour argent comptant, mais moi, je pense que le mieux, c'est de manger correctement, et on est là pour en parler. Donc ça, c'est... Donc la plus grande des erreurs, à part de la grosse daube, en tout cas, c'est de ne pas manger. Ouais, absolument. Parce que c'est sûrement le plus fréquent. Oui, c'est assez fréquent, mais c'est quand même assez délirant parce que vous êtes échauffé. Ensuite, la partie a duré peut-être 4 heures si vous faites une partie de 4, et vous n'êtes pas en compète, c'est à peu près ça. Dans aucun sport, on ne mange pas du tout, on n'apporte rien à son corps comme carburant pendant autant de temps. Il faut savoir que quand même, certes, pour encore beaucoup de personnes, malheureusement, c'est pas toujours considéré comme un sport, mais on marche un certain nombre de kilomètres. Le swing, c'est un effort explosif. Alors certes, on ne soulève pas non plus 50 kilos à la salle ou 120, je me rends pas compte, mais mais ça reste un effort explosif. Mais surtout, on sollicite énormément ce qu'on appelle les fonctions cognitives, les fonctions hautes, la concentration, la visualisation, la spatialisation. C'est énorme. Et ce sont des tâches que notre cerveau n'a pas l'habitude de faire. À aucun moment dans notre vie de tous les jours, on se demande si tel réverbère est à 120 mètres ou à 130 mètres. Donc, c'est que tu n'es pas encore une grande golfeuse, mais tu verras que ça va venir. Tant mieux si c'est naturel. Moi, mais en tout cas, c'est pour quelqu'un qui... Et en l'occurrence, il est à 125 mètres. C'est ça. Ça fait vraiment la différence d'être pro. C'est incroyable. Mais voilà, et tout ça, ça demande énormément de ressources parce que le cerveau est un énorme consommateur d'énergie. Tout comme le stress d'ailleurs. Donc si vous êtes tendu sur un parcours, vous êtes stressé, mais vous bouffez vos réserves énergétiques. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait? L'idée, c'est d'être... je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci Nadia, c'était gentil. Alors tu le sais forcément. D'ailleurs, en général, quand je parle à des pros, mais bon, là, on n'a peut-être pas le temps, je leur demande toujours quelle était leur routine quand ils étaient joueurs pros. Et on apprend plein de trucs. Alors toi, par exemple, Antoine, tu mangeais quoi sur le parcours? Moi, sur le parcours, je mangeais des fruits secs avec des amandes, des noix, des raisins secs, et puis voilà, ça c'était mon alimentation principale. Pendant 18 trous. Et je t'avouerai que pendant 18 trous, je t'avouerai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. J'ai trouvé un équilibre alimentaire qui m'a permis de me sentir bien du début à la fin. Donc je ne sais pas si c'est l'optimal ou pas, mais en tout cas c'est quelque chose qui je trouve m'a beaucoup aidé puisque je n'avais pas de sensation de bâillement, de fatigue musculaire du début à la fin. Ok, très bien. Alors déjà, quand on ne ressent rien, quand on ne ressent pas de fatigue, ça ne veut pas forcément dire qu'on apporte au corps tout ce dont il a besoin à l'instant T, pour différentes raisons. Pour un pro, c'est parce qu'avec l'adrénaline du tournoi, etc., on est naturellement un peu moins à l'écoute de son corps. Si c'est un très jeune joueur, un joueur de ligue, je ne sais pas, 12-13 ans, les plus jeunes sont aussi moins à l'écoute de leurs sensations, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est pas très fiable. Et troisième option, c'est parfaitement ce qui était adapté pour toi, et c'est ok, il n'y a pas de problème, on ne va pas chercher des problèmes où il n'y en a pas. Malgré tout, je suis pas sûre que c'était suffisant.
parce que on a quand même quelques notions de la dépense énergétique pendant la partie. Et quand je dis ça, l'idée c'est pas de se gaver pour se gaver, mais c'est de se dire j'apporte quand même suffisamment de glucides, à la fois pour arriver à gérer mon énergie sur la partie, mais pour aussi ne pas entamer mes réserves de glycogène en vue de la partie du lendemain. Parce que ce que vous allez manger la veille du deuxième round ne sera pas mis en réserve pour le lendemain. Parce qu'il faut, en général, plus 48 heures pour remettre en réserve. Vous voyez ? Donc en fait, l'enjeu, c'est de se dire, je pense en permanence à refuel, toujours remettre en réserve. Je reprends l'exemple de ta voiture. D'ailleurs, j'ai adoré ta petite métaphore du début. Là, je la reprendrai en conf, si tu veux bien. Mais ouais, moi, je te donne mon RIB et je prends les royalties, il n'y a aucun problème. Tu viendras faire l'intro avec moi. Non, mais c'est vrai que j'utilise beaucoup aussi l'expression carburant. Et voilà. Pardon, j'ai perdu le fil de ma pensée. Tu étais sur le fait de bien manger aussi bien sur le parcours qu'après, par rapport au fait qu'il y a potentiellement un deuxième tour ou un troisième tour et que du coup tu dois te réapprovisionner. Tout à fait. Et que nous en fait on voit, enfin nous les joueurs voient plus souvent en fait la fatigue du moment en se disant tout va bien. Sur le moment je suis bien, j'ai bien assez mangé, mais en final ils se rendent pas compte que c'est 48 heures ou 24 heures après qui ne sont pas en train de mettre dans leur corps ce qu'ils vont avoir besoin 24 heures ou 48 heures après. Tu disais que c'est à ce moment-là où il faut déjà préparer cette énergie, et donc tu prenais du coup l'exemple de dire le fait de refaire le plein à un moment où en fait on n'a pas forcément besoin, mais tu seras content de l'avoir dans 48 heures quand ça sera le moment de l'avoir. Ouais, absolument. Ouais. Et d'ailleurs mes joueurs, quand ils vont au practice après leur tour, quand ils font leur heure de practice avant de rentrer à l'hôtel ou machin, systématiquement pendant cette heure-là, je leur refais manger quelque chose. Ils me disent tous j'ai pas faim. Bah c'est normal, t'as pas faim puisqu'on s'est parfaitement nourri pendant le parcours. Et donc le but c'est pas de s'être gavé une fois de plus, c'est juste d'avoir apporté ce qu'il fallait en quantité adéquate, de manière digeste, bien tolérée par l'organisme, etc. Malgré tout, cette phase de récupération active et immédiate, pour moi elle est fondamentale. Et du coup, la question vraiment importante, c'est Mars ou Twix ? Je m'en vais. Il y en a marre. Non, mais c'est quand même dingue. Je reviens là-dessus sur le fait que dans tous les pro shops ou les restaurants de golf, c'est dommage en fait d'avoir que des barres qui sont pas bonnes en fait pour l'activité. Mais je le vois même dans des salles de sport où parfois c'est dément. Et c'est vrai que c'est bizarre. Moi, c'est en Angleterre. Je trouvais qu'il y avait des bars de temps en temps qui étaient super bonnes. Seb, je sais que tu en as eu un moment aussi, ou c'est Antoine, mais on en prenait en Angleterre, et tu vois que dans les pro shops en Angleterre, il y avait vraiment un minimum de recherche sur une barre qui se faisait un minimum qui est censé être bonne pour la performance. Mais c'est vrai que tu vas dans la plupart des golfs, tu as Mars, Twix, M&M's sur le comptoir, quoi. Et c'est vrai que moi je trouve que ça devrait commencer déjà par là. Dans les golfs, de proposer quand même aux gens quelques produits qui sont faits aussi pour ça. Mais ils proposent ce qu'ils vont vendre. Non, donc je comprends, mais c'est plus ça reste facile dommage, de vendre un Mars qu'une barre qui s'appelle la Turlan Bar, qui est reconnue, qui est tout ce que tu veux par les spécialistes. Mais si tu n'as aucun spécialiste qui arrive, il voit écrit Turlan Bar et à côté il voit écrit Mars, il file sur le Mars. Ouais. Et s'ils connaissent ni l'une ni l'autre, ils en prennent aucune des deux. Donc au moins avec Mars, Twix, KitKat, tout ce que tu veux, ils sont sûrs de vendre, et c'est bien là l'important. Et en plus, la personne qui l'achète se donne bonne conscience en se disant « Ah bah il y a du sucre, ça me remettra un petit coup de gaz quand j'aurai mon hypoglycémie, comme d'habitude au 12 ». Donc c'est ça. Je vais pas faire la même Je mange le premier Twix au 6 et le deuxième au 12, parce que je fais attention. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu viens de dire, Seb, parce qu'on va pouvoir te poser la question, Nadia. Si tu es typiquement dans cette situation où tu as un gros coup de mou sur le parcours, tu es en hypoglycémie parce que tu t'es mal hydraté, mal bu, etc. Est-ce qu'un gros coup de sucre type un demi-Mars ou un Mars entier ou un quart de Mars, par exemple, peut t'apporter pas de revenir sur une glycémie stable, mais en 2 mois peut te redonner un gros coup de jus pour t'aider sur les derniers trous, sur la dernière heure et demie de parcours par exemple? Waouh, dernière heure et demie, c'est énorme. Si se mettre en difficulté déjà à ce moment-là, c'est
Bon, l'idée, c'est déjà de ne jamais se retrouver dans cette situation et c'est pas si difficile. Quand on y est malgré tout, la pire erreur, ce serait de faire ce que tu viens de dire, à savoir consommer un produit qui est bourré de sucre simple. Pourquoi ? Parce que tu es déjà en situation d'hypo. Tu vas consommer un produit très riche en sucre simple, tu vas avoir un pic très rapide d'hyperglycémie, puis derrière, fatalement, tu auras la redescente tout aussi rapide. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, si tu pas d'en bouffes manger. 8 mars, alors 8 mars, tu seras en hyper, alors... Oui, il y a quand même une notion de quantité qui entre en jeu, ouais. Ah ouais. D'accord, donc si on est vraiment dans cette situation, alors vraiment, je me trouve en hypoglycémie, il faut que je trouve une solution. Quelle est la solution ? C'est de manger 7-8 mars, je mange un mars par trou, ou j'essaye de... Enfin voilà, où j'ai besoin des conseils de Nadia au 06 08 80. Voilà. Non, l'idée en fait c'est de manger un produit glucidique, donc sucré, mais dans les sucres il y a différents types, il y a sucre simple, sucre complexe. Donc l'idée c'est d'arriver à trouver le bon produit. Pour moi, un mélange de simple et de complexe, mais ça ne peut pas être que des sucres simples qui vont permettre d'augmenter ta glycémie, mais en ayant une courbe un petit peu plus, un peu moins montagne russe. C'est vraiment ça l'enjeu. Parce que l'idée, c'est pas pour être performant, il faut s'enlever de la tête que plus la glycémie est haute et plus on a de l'énergie. Ça, c'est une bêtise. On doit apporter des glucides, c'est normal que la courbe monte. En revanche, ce qui va vous rendre performant, c'est d'avoir une glycémie qui soit stable. Le cerveau est extrêmement sensible aux variations de glycémie et c'est l'organe qui va ramasser le plus rapidement dans une situation comme ça de up and down. Donc, pour être très concrète, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut manger ? Pourquoi pas, moi j'aime bien les barres protéinées. Parce que les protéines, finalement, contenues dans la barre, vont venir... Parce que le comportement d'un sucre dans le sang va aussi être dépendant de ce qu'on lui met avec. Et quand on apporte du sucre et qu'on apporte des protéines avec, eh bien, ça permet de justement moins avoir cet effet up and down. Donc ça, c'est une option. Une barre protéinée que vous pouvez acheter dans le commerce, voilà. Deuxième option, ça peut être par exemple des abricots secs avec des amandes. Donc là, on apporte des glucides, on apporte un peu de gras, il y a beaucoup de types dans les abricots secs. Donc là, on va apporter des sucres, mais sans faire n'importe quoi. Ça peut être aussi un fruit, ça peut être une pomme, ça peut être une banane. La banane, moi je suis team vraiment banane verte, une banane plutôt ferme, voilà, qui contient autant de glucides qu'une banane mûre. La seule différence, c'est que, pareil, en fait, ce ne sont pas les mêmes sucres. Une banane qui a mûri, le sucre a évolué et il est devenu plus simple. Donc voilà, à ce moment-là, on choisit une banane, pas verte, j'exagère un petit peu à ce moment-là, mais une banane plutôt ferme. Donc ça, c'est dans le cas où effectivement on se retrouve dans un cas d'hypoglycémie. L'alimentation, on va dire, qui serait la plus optimisée sur un parcours qui dure 4h30. Quelle est cette alimentation ? Si on fait un schéma global, parce qu'après c'est pareil, il faut vraiment individualiser le conseil. Ce qui marche pour certains, marche pas du tout pour d'autres. J'ai eu là l'exemple j'ai signé une nouvelle joueuse qui m'a dit en fait on a une amie qui est suivie par vous, on a pris son plan et ça n'a pas du tout marché. Et en fait, ce qui marchait très bien pour l'une n'a pas du tout marché pour l'autre. Et c'est en ça que l'individualisation est vraiment hyper importante. Et voilà. Mais si on veut quand même avoir les grands principes, je dirais que le premier tiers de la partie, on se concentre sur des glucides complexes, des protéines, un peu de gras. Moi, je suis carrément OK pour ça. C'est pas trop dans les habitudes. Il y a aussi des habitudes culturelles d'un pays à l'autre. Mais voilà, moi j'ai certains joueurs à qui je fais manger des œufs durs sur le parcours. C'est OK pour eux et voilà. Mais pas pour d'autres. Alors je ne veux pas traumatiser les gens qui écoutent et qui sont déjà un peu réfractaires, peut-être pour certains. Mais c'est possible. Deuxième tiers, là on peut commencer à intégrer des sucres simples. Donc c'est ce que je te disais. Ou alors ça peut être parfois des barres céréalières qui sont très bien conçues avec à la fois des céréales et des sucres simples. Ça marche. Ou alors des barres, vous savez, celles qui sont faites à base de beaucoup d'oléagineux, amandes, noix, etc. Voilà. Mais faites hyper attention à la composition des barres parce que ça peut être un piège. Bon, j'exagère un peu, mais il faut faire attention parce qu'il y en a qui sont extrêmement sucrés où c'est marqué 100% d'ingrédients naturels. J'ai pas trop envie de citer de marque parce que je veux pas qu'on dise que c'est pas bien parce que dans certains cas c'est bien, mais qui sont 100% naturels sans aucun additif, rien du tout. Mais par exemple le liant ça va être de la date.
Et la date, c'est un fruit sec dont l'index glycémique est extrêmement haut. Donc ok, c'est sain, il n'y a pas de sucre ajouté, malgré tout, c'est une bombe glucidique et ça ne vous aidera pas sur le parcours si c'est pris en premier ou deuxième tiers. Je ne sais pas si c'est clair. Non, c'est plutôt clair. Cool. Et enfin, troisième tiers, là on peut commencer à aller vers des glucides un peu plus simples et vraiment sur la fin de parcours, là, carte blanche pour les compotes, le Powerade si vraiment vous y tenez au 17 ou au 18. Mais voilà, ou alors les barres type granit, tout ça, voilà, ça peut être consommé à ce moment-là. Moi j'ai deux autres questions encore, vas-y. Ah pardon, vas-y. J'ai deux autres questions pour les personnes qui nous écoutent, qui vont être souvent dans ce cas-là, mais aussi les joueurs à plus haut niveau. Après, quand ils sont déjà suivis par quelqu'un comme toi, ils savent les réponses, mais comment tu gères un départ tôt et un départ à 13h? Est-ce que le sandwich jambon fromage du Clubhouse pour quand j'emmène sur le parcours parce que j'aurai faim, mais c'est mon déjeuner, est-ce qu'il y a d'autres options? J'imagine que oui. Est-ce que je mange avant la partie, j'ai le temps, je joue à 14h? Est-ce que je mange avant? Est-ce que je mange des pâtes? Parce qu'on me dit qu'il faut manger des pâtes, il faut des sucres lents. Est-ce que c'est une légende ou pas? Voilà, un petit peu un départ l'après-midi où je suis entre deux, je vais ou manger sur le parcours ou juste avant, et le départ tôt le matin pour essayer d'être en forme par un petit déjeuner qui est bien pour la partie. Ouais, le petit déjeuner, le déjeuner idéal. Ouais, ok. Alors idéal, il n'y a jamais. Parce que c'est une fois de plus très valable d'une personne à l'autre. La seule chose, c'est que quelle que soit l'heure de départ, le j'ai pas le temps, ça doit jamais entrer en ligne de compte. Il n'y a pas de fatalité, le temps ça se contrôle, ça se gère. Et en fait, ce qui est important, c'est en fonction de l'heure de départ, planifier. Moi je fais toujours un rétro-planning, heure d'arrivée au practice, heure d'arrivée machin, heure du petit-déj, heure de la douche, machin, je sais exactement à quelle heure ils font quoi. Et c'est important pour que tout soit structuré, que jamais il y ait cette notion de je suis pressé et j'ai pas le temps. Ça peut pas marcher. Ensuite, est-ce que parce que je mange à 14h, je dois faire un super gros repas? Non, là encore, ce qui est très important, c'est de respecter une durée minimale entre la fin du repas et le départ du 1 pour que le repas soit entièrement digéré. Donc, en fonction effectivement de la quantité du repas, on peut restreindre un peu cette durée. Par exemple, si c'est pour un départ à 14h et que le repas d'avant-partie s'apparente à un déjeuner, 3 heures sont nécessaires pour digérer un repas complet. Si c'est un petit déjeuner, donc il sera quand même structuré comme le déjeuner, avec les fondamentaux, les protéines, c'est un peu mon cheval de bataille, les glucides complexes, un peu de fibres, un peu de gras, ça c'est important, et bien là on pourra n'attendre que 2h30. Mais si vous avez un départ à 7h30, un réveil à 5h, c'est ça quoi. Mais bon, là je sais que je vais perdre des points de sympathie. Ah ouais. Non, mais donc toi tu parles plutôt de la durée qui en fait faut manger vraiment avant pour pas être en phase de digestion quand tu arrives au départ du 1. Après de mettre dedans, pour donner un exemple, je sais que tu veux pas forcément rentrer dans le détail parce que c'est propre à chacun, mais en gros pour donner un exemple aux personnes qui nous écoutent en se disant ce week-end ils vont avoir une compétition. Pour celui qui va jouer à 9h, je veux prendre un petit déj. Est-ce que du pain, de la confiture et un jus d'orange, c'est bien et il est parti? C'est plutôt des œufs, du jambon. Et le midi, je suis au restaurant du golf. Je peux pas arriver à 11h parce que je vais pas pouvoir manger à 11h. J'ai midi, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Est-ce que je prends un petit plat de pâtes parce que c'est bien pour moi? Ou est-ce que en fait, c'est pas du tout quelque chose qui est bon? Donner un truc qui est pas optimal. Je suis pas joueur sur le tour, mais je vis un peu comme ça. Ça se trouve, je suis avec mes gamins quand j'arrive au Clubhouse et je mange avec eux. Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de faire une bonne partie et me mettre déjà dans des bonnes conditions? Ok, au déjeuner, ce qu'il faut, on va plutôt parler des choses à éviter parce qu'après tout le reste sera ok. On évite toutes les viandes qui sont un peu dures à digérer, viande rouge, entrecôte, tout ça, c'est pas le moment. Côte de bœuf, pas le moment. En revanche, une viande blanche, une viande hachée, ça passe encore, mais voilà. Ensuite, ça peut être du poisson aussi, mais pareil, pas du poisson trop gras, voilà. Ensuite, une source de glucides complexes. Donc les pâtes, le petit côté un peu piégeux, c'est que si c'est vraiment des pâtes blanches, un peu trop cuites en plus, eh bien ça c'est pas forcément l'idéal. Qu'il y ait un peu de légumes, c'est pas obligatoire. Il y a beaucoup de personnes que ça ballonne. L'idée c'est pas d'être dans l'inconfort sur le parcours et voilà. Moi que ça ce soit
mis de côté pour un repas d'avant-partie, ça me gêne absolument pas. Et enfin, on évite le dessert, pour le coup, parce que décharge de sucre, et même si c'est apporté avec le reste du repas, des protéines, etc., malgré tout, on risque quand même d'apporter, en tout cas, ça augmente la charge glycémique du repas. Pour faire simple, vous pouvez prendre des crudités si vous en avez envie, ça vous fait plaisir, genre une petite salade. Vous pouvez prendre, s'il y a du riz basmati, c'est toujours une très bonne idée parce que l'index glycémique est plutôt bas, et ça c'est intéressant. Une viande, mais facilement digeste, des légumes si ça vous fait plaisir, et surtout si vous n'avez pas de problème de ballonnement, et pas de dessert, et pas de fromage. Okay. Ah, le fromage, c'est pas possible. Si, mais en fait, tout ce qui est très gras ralentit la digestion. Si je peux pas prendre mon moelleux, un moelleux, tu prends pas de fromage, d'accord? C'est bon. Hein. Non, le fromage, le fromage, c'est hors catégorie. Non, mais d'ailleurs, on peut. D'ailleurs, Sébastien et Nadia, tu vas répondre à cette question. Est-ce que tu conseilles de pouvoir aller faire, par exemple, des tests pour des intolérances alimentaires, puisque Sébastien adore le fromage, mais ça se trouve, il a des intolérances alimentaires au lait, par exemple. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu fais et que tu recommandes d'aller faire par rapport à ça? Non, absolument jamais, sauf s'il y a vraiment des symptômes identifiés, caractéristiques. Donc déjà, ce que je conseille, c'est d'en parler à son médecin. Si son médecin fait rien dans ce sens-là, l'idée, c'est vraiment de... Parce qu'en plus, les analyses sont pas toujours très fiables. Je sais pas si vous avez déjà vu des bilans biologiques comme ça, mais... c'est pas toujours très fiable. Il y a des gens qui s'en servent après comme support et ils se disent non, moi je suis intolérant à ça ou à ça. Il y a aussi quelque chose de passager dans ces problématiques-là. Donc, ce que je recommande, c'est que si vous suspectez un aliment, vous suspectez une intolérance vis-à-vis d'un aliment, vous tentez, si c'est pas quelque chose qui va vous créer des carences, un régime d'éviction pendant 3 semaines, 1 mois, et voyez ce que ça donne. Voyez si vous avez une amélioration de votre confort digestif. Sinon, courir en labo pour faire des tests sans raison apparente n'a aucun intérêt. Okay. Super. J'aurais une dernière petite question avant qu'on termine. Avec un mini cas pratique dont on avait déjà parlé un petit peu en off. Imaginons, imaginons j'ai 40 ans comme si j'en étais très éloigné, mais non, c'est que dans 5 ans. Donc imaginons un mec qui s'appelle Sébastien, qui a 40 ans, qui arrive, qui vient te voir et qui dit « Ah non, sur le parcours, je bois pas, et sur le parcours, manger, ça me fait chier. » Donc, mais qui vient te voir, donc qui a la démarche de vouloir faire mieux. Donc, quel est le petit tips, les petits tips, tu vois, vraiment pour un peu conclure l'épisode, tu vois, si on part de rien, mais qu'on veut faire mieux, en 2-3 petites pistes rapides pour finir, ça serait génial. Ok. Donc déjà, je lui dirais de mettre dans son sac. Quand on part de zéro, on ne fixe pas des objectifs trop hauts. On part de zéro, on met au moins 1,5 litre d'eau dans son sac. C'est facile. Voilà. À la fin de la partie, ça doit être fini. Fin du 6, il a bu un tiers. Fin du 12, il a bu un tiers. Fin du 18, il a tout terminé. Ça, c'est facile. Deuxième chose, il prépare son sac la veille et dedans, il met obligatoirement, pour faire au plus simple, des oléagineux. Donc ça comprend les noix de cajou, les amandes, etc. Des abricots secs. Il me met des compotes et il me met une barre céréalière ou dans l'idéal, une barre protéinée. Et je lui conseille à peu près tous les 4 trous, sachant qu'après quand on va plus loin, j'ai un rythme un peu plus serré évidemment, au minimum tous les 4 trous de manger, en commençant par les oléagineux en début de parcours, les abricots secs plutôt en milieu de parcours, et puis d'aller vers les compotes sur le dernier tiers. C'est vraiment pour dégrossir une situation avec un départ de zéro. C'est super, c'était encore plus rapide que ce que j'imaginais. Ça a été très... Je pense que c'est une très bonne piste parce que je ne suis pas inquiet sur le fait qu'il y en ait certains qui nous écoutent qui sont dans ce cas-là. Donc c'est pour ça que j'ai prêté mon nom et quasi mon âge pour qu'on puisse faire ce petit cas pratique. Kevin, tu voulais dire un petit truc ? Moi, je sais qu'avec la pression et avec la pression du tournoi et puis que tout aille un peu vite, j'avais du mal à y penser et que c'est jamais vraiment devenu une habitude. Quand j'avais soif, je buvais. Quand j'avais pas soif, donc moi, ce que j'avais mis en place pendant un moment, et si vous pouvez le faire au début pour le temps que ça devienne une habitude, comme disait Nadia, c'est intéressant de le faire soit sur votre carnet de parcours.
n'hésitez pas à le noter. Moi, je le notais en haut, tous les 3 trous. Pour ceux qui en ont un. Pour ceux qui en ont un. Et si c'est une carte de score, vous pouvez très bien, voilà, comme vous savez que c'est un objectif que vous devez travailler dessus, vous mettez une petite croix tous les 3 trous et puis quand vous notez votre score, vous vous rappelez qu'il faut boire. Bon, je vous dirai pas jusqu'à dessiner un petit verre d'eau ou un petit truc si vous savez pas le vrai très bien dessiner, mais au moins un rappel quand c'est des objectifs et c'est vraiment important pour la performance et on l'oublie très souvent. Donc pas hésiter à vous mettre des petits moyens mémotechniques comme ça pour vous le rappeler. Moi, ça m'avait beaucoup aidé et du coup, ça rentrait dans je regardais mon carnet, tac, je savais que je devais boire, tac, et ça au moins pour les joueurs entre guillemets jeunes pros qui font l'erreur de ne pas encore être suivis par Nadia, bah, vous pouvez déjà mettre ça en place pour vous aider un petit peu à le faire. Et pour ceux qui ont l'habitude de faire déjà beaucoup de croix sur le parcours, trouvez un triangle, faites un triangle ou un rond. Mais s'il y a déjà trop de croix sur la carte de score. Ok, mais c'est une très bonne astuce et je le conseille beaucoup aux jeunes, ça. Donc c'est super, tu fais très bien de le dire. Bon, bah super. Et Nadia, merci beaucoup pour ton temps et pour toutes ces choses que peut-être tu nous as fait des piqûres de rappel ou même des choses que tu nous as apprises. Donc merci beaucoup pour ton temps et ta disponibilité. Super, c'était un bon moment. Et super. Et si on a pu encore une fois vous toutes et à tous vous avoir aidé un petit peu à trouver des nouvelles clés ou des nouveaux tips ou en l'occurrence un nouvel intervenant, une nouvelle intervenante pour pouvoir vous aider, vous n'hésitez pas à nous contacter. On peut vous aider. Nadia, il me semble qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à te faire ton petit coup de pub aussi. Ça marche. Alors moi, vous pouvez me retrouver de partout, LinkedIn, Insta et Facebook au nom de NutriGolf Pro. Et puis mon livre, alors d'ailleurs, tiens, j'en profite pour le dire, j'allais faire un post bientôt. Mon livre a été réédité. Donc très très grande nouvelle pour moi en tout cas. Il est à nouveau disponible en librairie, tout ça. Il l'était plus parce qu'il n'y en avait plus. Donc voilà, Fnac, Décitre, Cultura, tout ça. C'est un peu une mine d'informations. Ça s'appelle comment ? Avant d'avoir un accompagnement. Ça s'appelle Alimentation et micronutrition du golfeur et c'est aux éditions Solar. Magnifique. Super. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci aussi à Golf Planet pour son soutien dans l'aventure des tontons golfeurs. Donc, comme dit plus tôt, c'est une application bien évidemment gratuite sur Android ou sur Apple. Vous pouvez bien évidemment aussi aller sur le site, donc golfplanet.com. Vous aurez toutes les informations gratuitement du golf mondial. Et puis voilà. Moi également un grand merci à Callaway qui nous supporte depuis le début de cette aventure. Toutes les nouveautés sont sorties il y a quelques semaines, donc n'hésitez pas à aller sur leur site, à aller faire des fittings comme dans l'un des précédents épisodes que l'on a fait pour optimiser votre jeu. Voilà. Et un grand merci à Wally Club Maker pour toute la partie montage vidéo, leur soutien et les réseaux sociaux et tout ça. Sur YouTube, vous pouvez retrouver maintenant les tontons golfeurs et du coup Nadia en vidéo. Donc voilà, et un grand merci Nadia pour cet échange. Et j'espère qu'on t'a pas trop embêté avec nos questions. Et puis voilà, je laisse nos problèmes techniques. Merci pour l'invitation, c'était cool. Et je laisse le mot de la fin à notre ami Sébastien, comme il aime le faire. Donc encore une fois, merci Nadia, merci les gars, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés encore une fois pour ce 31e épisode des Tontons Golfeurs. Vous pouvez nous aussi nous retrouver sur toutes les plateformes. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles, 5 de préférence, et à partager les épisodes avec vos copains qui ne nous connaissent pas. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn et Insta, @lestonsgolfeurs. Vous pouvez nous écrire par mail aussi, lestonsgolfeurs@gmail.com. Donc aucune excuse, et on vous répond tout le temps. Et on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode des Tontons Golfeurs. Salut les gars, salut Nadia. Salut. Au revoir à tous. À bientôt.